Salut à tous. Le destin révèle parfois des désastres des plus tragiques à travers le monde, des catastrophes naturelles, mais également des drames commis par la main de l'homme. Le postulat de la Minute de Vérité est d'expliquer pourquoi et comment ils se sont produits. Les attentats du 11 septembre 2001 en font partie, malheureusement, ceux du World Trade Center avec les 2 tours jumelles, mais également celui du Pentagone à Washington, perpétré 1 heure plus tard avec, là également, un crash d'avion sur le bâtiment. C'est sur cet événement que les équipes de la Minute de Vérité se sont penchées, et c'est tout de suite sur Direct 8. Depuis plus de 60 ans, le Pentagone symbolise la puissance au service de la liberté. Cette forteresse à 5 côtés défend le rêve américain. Mais le 11 septembre 2001, des terroristes ont éprouvé sa résistance. Ils ont transformé un avion commercial en arme de destruction. Ce jour-là, les États-Unis ont vécu des heures tragiques. Mais la forteresse de l'Amérique a joué son rôle de bouclier, protégeant la vie des milliers de personnes qui y travaillaient. Grâce à des techniques informatiques de pointe, nous allons maintenant retracer ce qui s'est passé. Les catastrophes sont rarement le fruit du hasard. Elles résultent souvent d'un enchaînement d'événements malheureux. Aujourd'hui, dans la Minute de Vérité, Pentagone, 9 septembre 2001. États-Unis d'Amérique, Arlington, Virginie. Le Pentagone. 11 septembre 2001. 6h46 du matin, c'est l'aube. Au cœur du pays endormi, la citadelle de la défense américaine s'anime. Bonjour, vous écoutez WTW, nous sommes le 11 septembre. Le lieutenant-colonel Marilyn Wills planifie déjà sa journée. Ce matin-là, j'ai appelé une amie pour lui demander d'emmener les filles à l'école car mon mari et moi devions partir tôt. Un gros bisou à chacune et en route. Marilyn fait partie des 23 000 employés qui convergent quotidiennement vers le Pentagone. Hommes et femmes, civils et militaires, matelots, marines et soldats de l'air. Le Pentagone est l'un des plus grands immeubles administratifs du monde. Sa structure, formée de 5 anneaux concentriques sur 5 niveaux, est unique. En tout, ce sont presque 30 km de couloirs qui serpentent à travers plus de 600 000 mètres carrés de bureaux. 3 fois l'Empire State Building. Une petite ville dotée de toutes les commodités et d'un centre d'opération high-tech pour en assurer la surveillance et la sécurité. « 7 heures. Bobby Hogg, avocat du corps des Marines, arrive au Pentagone. J'avais rendez-vous pour le petit déjeuner avec le commandant second du corps des Marines. On s'est retrouvés aux messes des officiers, à la fraîche, comme disent les Marines. La journée commence tout aussitôt pour les voyageurs transcontinentaux de l'aéroport international de Washington Dulles. « 7h18. Des terroristes armés de couteaux et de cutters passent les contrôles de sécurité de l'aéroport. Ils embarquent à bord du vol 77 d'American Airlines. 8 heures. Les bureaux du Pentagone sont maintenant à pied d'œuvre. Marilyn Wills se met en route pour une réunion de service. Militaire de carrière depuis 20 ans, elle a été nommée responsable du personnel militaire et des relations avec le Congrès il y a 2 ans. Avec ma collègue, on a discuté des sujets que je voulais aborder à la réunion de mardi. Ensuite, je lui ai dit à plus tard et je suis allée à la salle de conférence. 8h20. Les contrôleurs aériens autorisent le décollage du vol American Airlines 77. American 77, votre fréquence de départ sera 125,05. Piste 30 dégagée. 125,05, piste 30 dégagée, American 77. L'avion emporte 53 passagers, 2 pilotes, 4 membres d'équipage et 5 hommes qui projettent un massacre. Parmi les passagers, il y a une famille de 4 personnes, un journaliste politique et 3 étudiants partis en voyage éducatif avec leurs professeurs, ainsi que 2 guides de la National Geographic Society. Les réservoirs de l'appareil contiennent assez de kérosène pour la traversée de 4220 km jusqu'à Los Angeles. 8h46.
Ces images terribles sont retransmises en direct du World Trade Center. On nous annonce qu'un avion se serait écrasé sur l'une des deux tours. Un silence inhabituel envahit le Pentagone. Tout le monde semble pétrifié par les événements de New York. John Yates est responsable de la sécurité au Pentagone. J'ai regardé ça pendant 4 ou 5 minutes, puis je suis allé appeler ma femme. Avant de raccrocher, elle m'a dit « Chérie, fais-moi plaisir, reste sous ton bureau aujourd'hui ». J'ai rigolé et j'ai répondu « Compte sur moi, je t'aime, à ce soir ». Personne ne mesure encore vraiment la gravité de la situation. 8h50. Le vol American Airlines 77 est parti depuis 30 minutes. Il a atteint son altitude de croisière à 10 500 mètres et vient de traverser la frontière entre l'Ohio et le Kentucky. La tour de contrôle d'Indianapolis prend contact avec le pilote. American 77, direct Falmouth, dégagé. Direct Falmouth, American 77, merci. C'est la dernière communication du pilote. American 77, ici Indianapolis. Vous me recevez? American 77, ici Indianapolis. Vous me recevez? Aucune réponse. Les contrôleurs aériens s'inquiètent. Vous n'avez plus aucun contact? Non, pas de radio ni de signal radar. À cet instant, les informations de vol de l'appareil disparaissent de l'écran radar de la tour. Les contrôleurs ne savent plus où est l'avion. 8h54. À l'insu de tous, le vol American Airlines 77 a changé de direction. Il a fait demi-tour pour repartir à l'est. Au 3e étage du Pentagone, Bobby Hogg, Peter Murphy et un autre avocat discutent d'une affaire. 9h03. Un deuxième avion s'écrase sur le World Trade Center. Pour Bobby Hogg, il s'agit clairement d'une attaque terroriste. À ce moment-là, tout le monde sait ce qui se passe. Il est temps de réagir, de faire quelque chose. Nous sommes au Pentagone, au siège de la Défense nationale. Je dis à mon secrétaire, appelez la sécurité, demandez quel est le niveau d'alerte. Ils regardent tous la télé et personne ne surveille le bâtiment. Que se passe-t-il? Le caporal est revenu en m'annonçant un niveau d'alerte normal. J'ai dit, quoi? Impossible. Quelques secondes plus tard, la sécurité du bâtiment est renforcée. La tension monte au sein du Pentagone. Dans son bureau du rez-de-chaussée, le lieutenant Kevin Schaefer est vissé à sa télévision. Je n'arrivais pas à me concentrer sur mon travail. J'étais debout derrière mon bureau et je me souviens être resté là à regarder les événements. Certains collègues essayaient d'appeler leurs conjoints. Ils avaient besoin de partager leur détresse. Le Pentagone fait partie des cibles potentielles et la crise nationale se rapproche. Alan Wallace est l'un des 3 pompiers de la caserne du Pentagone. Ce matin-là, il vérifie les camions. Le président Bush est attendu à midi. 9h30. Alan reçoit un appel de son supérieur. Campbell m'a informé que le gouvernement considérait ça comme une attaque terroriste. Il m'a dit qu'il fallait s'attendre à quelque chose de similaire à Washington et que si ça se produisait, ce serait notre camion qui interviendrait. Marilyn Wills est toujours en réunion. Isolée dans la salle de conférence du 1er étage, elle ne sait rien encore des attaques terroristes contre les Twin Towers. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre et je me suis dit, cette réunion n'en finit pas. 9h32. American Airlines immobilise ses appareils au sol dans tout le pays. Alors qu'ils dégagent le ciel, les contrôleurs de Dulles repèrent un signal rapide sur leur radar. C'était un avion non identifié au sud-ouest de Dulles, avançant à grande vitesse. J'avais un écho, mais rien de plus. Volant à 750 km/h, l'appareil se dirige tout droit vers l'espace aérien protégé couvrant le Capitole et la Maison-Blanche.
C'était un compte à rebours. 14 km à l'ouest, 12 km à l'ouest, et soudain l'avion a viré. Mais l'appareil non identifié fait un virage à 330 degrés, presque un cercle complet. Il fonce maintenant sur le Pentagone. On a perdu le contact radio. On a attendu et attendu. J'avais le cœur qui battait la chamade. 11 septembre 2001. 2 avions de ligne viennent de s'écraser sur les Twin Towers. « 9h32. Échappant au radar, un autre appareil vole droit sur le Pentagone. À 9h37, Alan Wallace est devant la façade ouest du Pentagone, à côté de son camion de pompiers. J'étais à l'avant, à droite du camion, à 5-6 mètres de lui. Et en regardant en l'air sur ma gauche, j'ai vu un avion. 9h38. Le Boeing 757, qui va maintenant à 850 km/h, est à 1 seconde de l'impact. Il vole si bas qu'il renverse 3 lampadaires avant de s'écraser contre la façade ouest du Pentagone. Une caméra de sécurité filme les instants qui suivent la collision. Ce sont les seules images de l'impact. L'avion traverse le mur. Le bureau de Kevin Schaefer au rez-de-chaussée est directement touché. Je me souviens seulement d'une énorme boule de feu. Tout a explosé et j'ai été projeté à terre. J'étais en feu, je savais qu'il fallait éteindre les flammes. Mais tout est arrivé si vite que le choc m'a totalement désorienté. John Yates et Marilyn Wills sont au premier étage, juste au-dessus de la zone d'impact. Autour de moi, tout est devenu instantanément brûlant, comme dans un four. Et je sentais les sprinklers m'arroser le dos. Une femme s'est agrippée à mon pantalon et je lui ai dit « Tenez-vous à moi, ne me lâchez pas. Je vous emmène, on va sortir d'ici. » On a commencé à ramper. Je passais en premier avec la civile derrière moi. Je ne savais pas qu'il y avait encore plusieurs personnes derrière elle, parce qu'on n'y voyait rien du tout. Je ne voyais même pas mes mains devant moi. C'était noir de fumée. La femme derrière moi a tiré sur mon pantalon en disant qu'elle ne pouvait pas continuer, que la fumée était trop dense et que ça lui faisait mal quand elle respirait. J'avais mon pull d'uniforme que j'imbibais avec le liquide qui coulait du plafond pour l'aspirer et apaiser ma bouche en feu. Je le lui ai passé en disant « Aspirez le liquide, mais ne l'avalez pas. Recrachez-le. » Les standardistes du service de sécurité du Pentagone reçoivent des appels affolés d'employés pris au piège. Pour coordonner l'opération de sauvetage, ils restent à leur poste alors même que le reste du bâtiment est évacué. Au 3e étage, à 7,50 mètres au-dessus du point d'impact, Bobby Hogg est projeté à travers son bureau. Une épaisse fumée noire obscurcit la pièce. Tout en luttant pour respirer, Bobby et ses 4 collègues cherchent désespérément une issue. Mais il y a un problème. Côté sud, le plancher s'était ouvert et ça n'avait pas l'air stable du tout. On avait peur et on était coincés. Alan Wallace a plongé à terre. Il n'a que des égratignures et des brûlures sans gravité. L'explosion a mis feu à son camion, pourtant il n'hésite pas à braver les flammes pour aller appeler des renforts. Fort Myers Rescue Engine 161 responding. 75-63 au rapport. Un avion a percuté le Pentagone. 9h40. Tout autour du Pentagone, la circulation est bloquée. Les équipes de secours doivent se forcer un passage jusque dans la zone sinistrée. Kevin Schaefer est à moitié asphyxié par la fumée. Mais alors qu'il rampe au milieu des débris brûlants et des flammes, il repère une issue.
Je voyais presque la lumière du jour, mais tout était obscurci par la fumée. J'ai commencé à courir vers la lumière et je suis passé dans ce trou qui était visiblement tout récent. Mais au premier étage, Marilyn Wills est toujours coincée. On s'est mis à cogner sur une vitre avec les pieds et les mains. Et elle a fini par céder. La femme derrière moi était la plus âgée du groupe, donc on l'a laissée passer en premier. Il y avait aussi un soldat gravement brûlé qu'on a aidé à descendre. Il ne restait plus que mon supérieur et moi devant la fenêtre. Mais je savais que ma collègue était par là, parce qu'elle n'était pas en réunion ce matin-là. Et j'étais sûre qu'il y avait encore plusieurs personnes dans cette zone. Mon supérieur m'a dit d'y aller, mais je ne pouvais pas. Je voulais revenir en arrière. Il m'a ordonné de sortir immédiatement. Ça a été une décision très difficile, car je savais qu'il y avait encore des gens. Mais ça aurait été un suicide de revenir sur nos pas. Je suis donc sortie à mon tour. 9h45. 10 camions de pompiers luttent pour maîtriser le brasier. Des unités de triage médical prennent les premiers rescapés en charge. Devant la façade ouest, Alan Wallace aide les gens qui essaient de passer par les fenêtres. Le bâtiment est en feu, les gens sont terrifiés. Leurs brûlures les font souffrir, ils ne savent plus où ils sont. En haut des fenêtres, il y a des flammes, en bas, il y a de la fumée, et ces gens essaient de s'en sortir. L'incendie fait rage, et les pompiers n'ont aucun moyen d'atteindre les employés coincés au 3e étage. Une fumée noire tourbillonne de chaque côté du corridor. Cherchant toujours une issue, Bobby Hogg et ses collègues tombent à nouveau sur la fissure dans le sol. La fissure s'était élargie et le plancher s'était un peu plus affaissé. On voyait les flammes passer à travers. Les 5 hommes semblent perdus. Vous m'entendez? Venez par ici! Un jeune type criait « On peut sortir par ici, par ici ». On n'a pas posé de questions, on s'est accrochés les uns aux autres et on a progressé jusqu'à la porte. 9h55. L'avion a percuté le Pentagone depuis 17 minutes quand les pompiers entendent le bâtiment grincer et craquer. Des morceaux entiers du rez-de-chaussée s'affaissent. La structure est sur le point de s'effondrer et ils évacuent rapidement la zone. 9h57. « 19 minutes après l'impact, un pan de bâtiment de 23 mètres s'effondre. Pendant 10 interminables minutes, les pompiers attendent l'autorisation de reprendre leur travail de sauvetage. Par miracle, Kevin Schaeffer, Marilyn Wills, John Yates et Bobby Hogg sont tous sortis à temps. Les rescapés sont aussitôt emmenés aux urgences par hélicoptère et en ambulance. 11h30. L'incendie est tel que les pompiers mettront presque 24 heures à en venir à bout. Pour la première fois de l'histoire, des terroristes ont attaqué le siège militaire de la nation la plus puissante du monde. Nous allons maintenant rembobiner le cours de cette journée et suivre le travail des enquêteurs pour vous révéler ce qui s'est passé. Grâce aux nouvelles techniques informatiques, nous allons pénétrer là où nulle caméra ne peut aller, au cœur de la zone sinistrée. Cet acte terroriste a coûté la vie à 184 personnes, 59 passagers et membres d'équipage de l'avion et 125 employés du Pentagone. Près de 23 000 personnes travaillent quotidiennement au Pentagone. Lorsque le Boeing a percuté le bâtiment à 850 km/h, il contenait 20 000 litres de kérosène. Après une explosion d'une force équivalente à celle de presque 500 kg de TNT, il est étonnant qu'une seule petite section de la structure se soit effondrée. Si les enquêteurs parviennent à comprendre pourquoi les dégâts ont été aussi limités, ils pourront mieux protéger les gratte-ciel d'Amérique et du reste du monde. Le FBI investit les lieux, tandis que le génie civil américain réunit une équipe de 6 ingénieurs structurels et en sécurité incendie pour étudier les dommages.
Mais avant d'examiner le bâtiment lui-même, les experts doivent reconstituer l'angle de vol pour découvrir comment l'avion est entré dans le Pentagone. Ils commencent par écouter les enregistrements du contrôle aérien. 78 minutes avant l'impact, le vol American Airlines 77 est autorisé à décoller de l'aéroport international de Washington Dulles. Votre fréquence de départ sera 125.05, piste 3.0 dégagée. 125.05, piste 3.0. Ces enregistrements montrent que pendant 31 minutes, le Boeing 757 a suivi son plan de vol et communiqué avec les contrôleurs aériens. 44 minutes avant l'impact. Les données de la boîte noire indiquent que l'appareil amorce un virage à 180 degrés pour repartir à l'est en survolant la Virginie. 42 minutes avant l'impact. Le vol 77 coupe tout contact. American 77, American Indy radio check. Read. Que s'est-il passé dans cet avion après le dernier échange entre le pilote et la tour de contrôle? Ancien enquêteur auprès du Bureau américain d'enquête sur les accidents aériens, Bob Francis a son idée sur la question. À 8h50, il n'y a aucun problème. À 8h56, les pirates contrôlent l'avion. Leur tout premier geste a certainement été d'éteindre le transpondeur. Le transpondeur est un dispositif qui transmet les données de vol de l'avion, immatriculation, vitesse et altitude, au contrôle aérien. Une fois ce système éteint, le vol American Airlines 77 n'est plus qu'un petit signal sur l'écran radar. Ils ne savaient plus lequel des appareils visibles sur le radar était le vol 77. Ils avaient perdu l'avion. L'appareil peut ainsi voler pendant 36 minutes à l'est, vers l'espace protégé aérien de Washington DC, sans se faire repérer par les contrôleurs aériens. Le problème, c'est qu'ils le cherchaient à l'ouest, parce que c'était la destination initiale du vol et qu'ils pensaient qu'il allait continuer dans la même direction. 6 minutes avant l'impact. Soudain, à Washington, le contrôleur aérien Daniel O'Brien repère un écho qui se déplace rapidement vers la Maison-Blanche. Mais il disparaît presque aussitôt. 4 minutes avant l'impact. La boîte noire confirme que l'avion a commencé à piquer. Plongeant de 670 mètres et virant à 330 degrés pour s'aligner sur le Pentagone, il accélère jusqu'à 850 km/h. Le vol American Airlines 77 percute la façade ouest du Pentagone. Sur cette reconstitution numérique, on voit que l'appareil vole dangereusement bas. Les enquêteurs se concentrent maintenant sur l'angle de l'impact. Contrôlé par les 5 terroristes, l'avion d'American Airlines vient de s'écraser contre le rez-de-chaussée du Pentagone. L'informatique nous permet d'aller au cœur de la zone sinistrée pour découvrir exactement ce qui s'est passé. Comprendre comment l'appareil a percuté le bâtiment est une des premières étapes clés de l'enquête. Il n'existe aucune image de l'impact. Ce film provient d'une caméra de sécurité qui se déclenche une fois par seconde. Mais à 850 km/h, l'avion a heurté le bâtiment entre 2 clichés. Il manque donc la seule image qui pourrait réellement aider les enquêteurs, celle de l'impact lui-même. L'ingénieur structurel Aline Kilsheimer a été l'un des premiers experts sur les lieux. Au début, je ne savais pas comment ça s'était passé. Aline s'intéresse au point d'entrée de l'appareil. Il y avait des marques sur les briques à l'endroit où l'aile droite s'était enfoncée. L'avion était donc incliné avec l'aile droite plus haute que la gauche. 9h38. L'avion entre en biais. L'aile droite heurte la dalle d'acier et de ciment du premier étage et se brise. Mais qu'en est-il de l'aile gauche? Les enquêteurs font une autre découverte. Juste devant le trou à gauche, ils trouvent des débris d'aile enterrés à près d'un demi-mètre sous terre. Ils savent désormais comment l'appareil a percuté le Pentagone.
Le Boeing approche du mur ouest en diagonale, presque parallèlement au sol. Mais une seconde avant l'impact, il se penche très légèrement sur la gauche. Au moment de l'impact, le dessous de l'aile gauche et le moteur touchent le sol, presque à l'instant où le nez emboutit le bâtiment. C'est une information importante, car l'angle d'entrée détermine le parcours de l'avion à l'intérieur. La survie tient alors à peu de choses, à peine quelques centimètres. Il s'agit maintenant de reconstituer le trajet effectué par l'avion à travers le bâtiment. Pour cela, les experts se tournent vers ces images spectaculaires d'un essai de choc aérien. En 1984, l'administration fédérale de l'aviation a testé l'efficacité d'un carburant retardateur d'ignition en crachant un Boeing 720 dans le désert du Moab. Les enquêteurs confrontent les résultats avec ce qui est arrivé au vol 77. Ils comparent d'abord la vitesse. Le Boeing 720 faisait du 274 km/h au moment où il a percuté la piste. D'après la boîte noire, le 757 détourné allait 3 fois plus vite quand il s'est écrasé sur le Pentagone, soit 850 km/h. Ils comparent ensuite la distance parcourue par chacun des appareils après l'impact. L'avion du crash test a glissé sur près de 370 mètres avant de s'arrêter. Mais la situation du vol 77 est très différente. Il fonce 3 fois plus vite sur un bâtiment fortifié. Dans le bâtiment, les débris les plus éloignés ne sont qu'à 95 mètres du point d'entrée. Ce que veulent savoir les experts, c'est comment la structure a pu ralentir suffisamment l'avion pour limiter les dégâts. Pour le découvrir, ils vont étudier les décombres du rez-de-chaussée. En cette nouvelle ère de terreur, les ingénieurs ont besoin de comprendre comment mieux protéger les immeubles administratifs des attaques terroristes. L'avion s'est écrasé contre le Pentagone avec une telle force qu'il a arraché la plupart des piliers de béton sur 20 mètres, puis sur 30 mètres. Mais presque à 50 mètres à l'intérieur de l'édifice, les piliers bien qu'endommagés sont encore debout. Les enquêteurs commencent à voir assez précisément ce qui s'est passé. En fait, l'avion s'est désintégré en traversant le bâtiment. Voici l'impact. Agissant comme une balle, le nez de l'avion perce une ouverture dans la façade. Un centième de seconde plus tard, l'appareil percute les 8 premiers piliers et commence à se démanteler. 2 centièmes de seconde. Conservant une partie de sa vitesse, la carcasse continue à s'enfoncer dans les bureaux. Une demi-seconde, la boîte noire, l'enregistreur des conversations en cabine et le train d'atterrissage parcourent presque 100 mètres à l'intérieur du bâtiment. Ce sont les seuls éléments identifiables de l'avion que l'on ait retrouvés. Dans le service où je travaillais, 24 personnes sont mortes ce jour-là. 3 dans mon propre bureau, mon chef et 2 collègues, et 21 de mes amis. L'avion traverse les bureaux du rez-de-chaussée juste sous les pieds de John Yates et de ses collègues. Mais près des 2 tiers des victimes ont succombé aux flammes et aux fumées toxiques. Expert en sécurité incendie, Tom Stanton a évalué la résistance du bâtiment. Ces forces ont repoussé les débris en piles à travers le bâtiment. Et ça a brûlé. Les murs et les plafonds, tout ça s'est entassé partout. Ces piles forment de gigantesques bûchers qui n'attendent plus que le combustible et une étincelle. Au moment de l'impact, l'avion contient 20 000 litres de kérosène. Une partie du carburant alimente les boules de feu de 127 mètres de haut à l'extérieur du bâtiment. Mais le reste pénètre à l'intérieur avec l'appareil à une vitesse de presque 240 mètres par seconde. Le liquide inflammable est pulvérisé partout autour, y compris sur les piles de débris. John Yates est au premier étage.
J'avais mes lunettes sur la tête. Et quand je les ai enlevées, j'ai cru qu'elles étaient couvertes de sang. En fait, c'était du kérosène. Stan Ames est un scientifique. Il étudie le comportement du feu. Imaginons un peu l'intérieur de ce bâtiment, soudain saturé d'une fine vapeur de kérosène, puis envahi par des flammes qui font tout sauter. En un instant, l'air frais laisse la place à une chaleur intense. Ce type de réaction combustible-air est utilisé pour fabriquer des bombes conçues pour exploser, supprimer l'oxygène de l'atmosphère et produire des conditions mortelles. Les employés qui ont survécu à l'impact initial sont maintenant confrontés à des conditions extrêmes. Quand on avalait, on sentait ses poumons se gonfler et se rétracter, et on n'y voyait rien avec la fumée. La situation est insoutenable. Les 95 mètres parcourus par l'appareil à l'intérieur du bâtiment ne sont plus qu'un gigantesque incendie. Pourtant, malgré les flammes et les explosions, certains ont survécu, comme John Yates. Mais comment? Un an avant le 11 septembre, les systèmes de protection contre l'incendie du Pentagone ont été modernisés. Des ingénieurs ont installé des sprinklers ultra puissants capables de maîtriser 2 fois plus de flammes. Par une chance extraordinaire, c'est justement la partie du bâtiment touchée par l'avion qu'on a ainsi équipée. Au premier étage, John Yates a été brûlé au 2e et 3e degré sur 35% du corps. Mais sans les sprinklers, il n'aurait pas survécu. Les sprinklers sont ce qu'il y a de mieux en matière de protection et de lutte contre l'incendie, parce qu'ils sont automatiques et très fiables. Ils font leur boulot et ils le font bien. Mais il en va tout autrement pour le rez-de-chaussée. Là, il semble carrément impossible que quelqu'un ait pu survivre au passage de l'avion. Et pourtant, il y a un rescapé. Son histoire est un véritable miracle. Après le crash du vol American Airlines 77, l'aile ouest du Pentagone est en proie aux flammes. On était à l'intérieur du Pentagone, et tout à coup, tout a explosé autour de moi. Georgine Glatz est une des responsables du projet de rénovation du Pentagone. Quand on voit les dégâts, on imagine mal qui a pu survivre derrière ces murs et ces bureaux. Pour comprendre, le groupe de travail du Pentagone se tourne vers les rescapés. Après avoir établi leur position exacte dans la zone critique, ils écoutent chacun de ces terribles témoignages. Au terme de 6 semaines d'enquête, Georgine Glatz a déjà rencontré 30 personnes, quand elle entend parler d'un homme qui est encore au service des grands brûlés de l'hôpital de Washington, un certain Kevin Schaefer. Son récit entraîne une incroyable révélation. Le bureau de Kevin se trouvait directement sur le trajet de l'avion au rez-de-chaussée. Je me souviens seulement d'une gigantesque boule de feu. Tout a explosé et j'ai été projeté à terre. L'appareil s'enfonce à 240 mètres par seconde et le kérosène qu'il répand sur son passage imbibe les piles de débris, qui ne tardent pas à s'enflammer. Comment Kevin a-t-il survécu? Je suis parti dans une autre direction et je me suis mis à ramper en escaladant des tas de débris et en traversant des poches de feu. En pénétrant dans le bâtiment, l'avion se comporte comme un obus géant. C'est presque comme si on faisait exploser quelque chose dans une carrière de roche. On a plusieurs détonations à quelques millisecondes d'écart. Ce film montre ce qui se passe pendant une explosion. La première étape, c'est l'onde provoquée par le souffle de la bombe. L'énergie dégagée par l'explosion comprime les particules d'air qu'elle rencontre, créant une onde de choc qui se propage plus vite que le son et démolit tout sur son passage. Grâce à cette reconstitution numérique des millisecondes suivant l'impact, nous pouvons observer le déplacement de l'onde de choc au rez-de-chaussée du Pentagone. Au moment où l'appareil entre dans le bâtiment, plusieurs explosions se produisent à quelques millisecondes d'écart.
Elle déclenche des ondes de choc qui suivent la voie de la moindre résistance, rebondissant sur les surfaces solides et se propageant de façon chaotique à travers les bureaux. Kevin Schaefer échappe de justesse à ces ricochets. À quelques centimètres près, le souffle de l'explosion l'aurait heurté de plein fouet. Si j'avais perdu conscience, je ne crois pas que j'aurais pu survivre. Je serais sûrement mort. Les ondes de choc ouvrent un trou dans le corridor. Pour Kevin, c'est la seule issue. Il parvient à fuir en rampant encore sur 28 mètres. Brûlé sur 42% du corps, il fera 2 malaises cardiaques à l'hôpital. Le comportement erratique des ondes de choc s'explique par l'architecture unique du bâtiment. Le Pentagone se compose de 5 anneaux concentriques. Les anneaux B et C sont séparés par un corridor. Les ondes de choc qui dévastent le rez-de-chaussée sont contenues par les 3 premiers anneaux. L'énergie dégagée par toutes ces explosions n'a pu se dissiper qu'en atteignant le corridor. Au final, la zone détruite par l'explosion ne représente qu'une petite section des 600 000 mètres carrés de bureaux. Sans ce corridor entre les anneaux, l'onde de choc aurait traversé au moins un anneau de plus, tuant encore davantage de gens sur son passage. Mais le Pentagone a d'autres particularités qui ont permis de sauver des vies. Pour les découvrir, il nous faut revenir au moment de l'impact. Marilyn Wills et ses compagnons rampent à travers le premier étage pour fuir. Ils sont juste au-dessus de la zone du crash. Les piliers de béton ont été pliés et arrachés. Mais par extraordinaire, l'étage va encore tenir 19 minutes avant de s'effondrer. La chaîne humaine profite de ces instants précieux pour atteindre une fenêtre. Les experts tentent désormais de comprendre comment, après avoir été percuté par un avion à 850 km/h, cette partie du bâtiment ne s'est pas disloquée dès l'impact. Au rez-de-chaussée, le relevé des dégâts indique que 30 piliers ont été littéralement arrachés et 20 autres sérieusement endommagés. Les ingénieurs sont perplexes. Avec tant de piliers détruits ou abîmés, comment le bâtiment a-t-il pu rester debout? La réponse remonte à 1941. La construction du Pentagone a commencé le 11 septembre, 60 ans tout juste avant l'attaque terroriste de 2001. À l'époque, le ministère de la Guerre estime qu'il n'aura plus besoin d'un QG de cette taille après la Seconde Guerre mondiale. Il prévoit de consacrer le bâtiment aux archives. Pour supporter les lourdes charges, les architectes ajoutent des poutrelles et des piliers supplémentaires, avec des armatures en acier. Après l'attaque terroriste, l'ingénieur Aline Kilsheimer, chef du chantier de reconstruction, a reproduit à l'identique le système de piliers et de poutrelles conçu en 1941. Si vous faites exploser ce pilier, la poutrelle se dira qu'il n'y a plus rien pour la soutenir et elle se laissera tomber le long de l'armature en acier jusqu'au pilier suivant pour s'y appuyer. Et c'est parce que ces barres ont été doublées qu'une telle chose est possible. Kilsheimer a bien étudié la question. Chaque pilier contient une armature en acier qui va du plancher au plafond. Ça permet d'empêcher les barres de se tordre vers l'extérieur tout en contenant le béton à l'intérieur de la cage. Les forces dévastatrices qui se sont déchaînées au rez-de-chaussée ont détruit 50 piliers sur leur passage. Et c'est l'armature d'acier des piliers restants qui a maintenu le bâtiment debout. Ce n'est plus comme ça aujourd'hui. Là, c'est une barre casse, la structure tient quand même le coup. Dans un bâtiment moderne, si une ou deux barres cassent, le pilier explose. Mais les plans de 1941 avaient une autre spécificité, elle aussi providentielle. 3 minutes après l'explosion, Bobby Hogg et ses collègues du 3e étage aperçoivent une fissure dans le plancher. Je suis passé par-dessus le joint de dilatation qui divisait notre bureau.
C'est là que j'ai réalisé que le bâtiment était sur le point de s'effondrer, parce qu'il était clair que le joint avait lâché et que le sol s'était ouvert en deux. L'explication ? Les architectes du Pentagone l'ont doté de ce qu'on appelle des joints de dilatation. Ces joints accompagnent les mouvements de dilatation et de contraction de l'édifice au fur et à mesure des saisons. Ils permettent aux pièces de se dilater sous la chaleur estivale et de se contracter dans le froid hivernal. Grâce à eux, le Pentagone réagit comme plusieurs bâtiments indépendants. Le 11 septembre, le joint de dilatation de l'aile ouest a donc protégé le reste de la structure, sauvant ainsi des vies. 19 minutes après l'impact. Le Pentagone semble avoir été découpé au couteau le long du joint de dilatation.